Domecq qui la fasse, c'est parce que sans son soutien et ses conseils, je n'aurais pas fait cette revue. Donc même si, effectivement, comme Jean-Philippe le souligne, j'en suis l'auteur, en partie en tout cas, donc, de la rédaction et de la publication, je ne l'aurais pas fait sans son soutien. C'est pour ça que je souhaitais que ce soir, il en parle avec moi et qu'il en parle même plus que moi. Par ailleurs, Jean-Philippe fait partie des contributeurs de cette revue, par plusieurs textes et des entretiens qu'on a menés. Dans la salle, il y a aussi Jean-Pierre Zarader qui a contribué par un entretien sur les écrits sur l'art d'André Malraux, un très bel entretien dont je suis très fière. Il y a Nazim Kadri qui n'est pas encore arrivé, qui arrivera sûrement plus tard, qui a aussi contribué en faisant un texte de présentation et de relecture de Jean Fautrier, de l'œuvre de Jean Fautrier dont il est spécialiste. Voilà. Et il y a d'autres contributeurs qui sont anonymes et qui ont souhaité le rester, pour l'instant en tout cas, qui ont écrit sous pseudo. Mais bon, le principal contributeur étant Jean-Philippe, je lui laisse la parole pour présenter ses cahiers achroniques. Alors on va commencer par afficher des désaccords, parce que elle dit que sans mon intervention, elle n'aurait jamais fait la revue, c'est faux. La preuve, elle a créé avec son époux cette structure, la Galerie Achronique, qui est une galerie associative, ça c'est pour la structure sociale, mais également, vous le savez, par son programme, depuis 2 ans et demi, c'est un programme d'exposition, de débat et de lecture, de présentation d'ouvrages qui sont extrêmement variés, qui vont, on va dire, du poétique au philosophique. Et en ce qui concerne les débats, de même, il y a même aussi des lectures d'œuvres littéraires, etc. Donc, Caroline Guth a créé cela, et donc elle aurait sûrement créé la revue, quels que soient les individus qu'elle peut rencontrer. Mais il est vrai que cette revue est le fruit direct, et c'est aussi un démenti que je vous apporte, Caroline, le fruit direct de ce que vous aviez trouvé comme titre générique de votre entreprise. J'emploie le mot d'entreprise au sens noble des Lumières. Je mène une entreprise qui n'eut jamais d'exemple et qui n'aura point d'imitateur, disait Rousseau, puisqu'on en parlait tout à l'heure, n'est-ce pas, Jacques et François. Donc cette entreprise, elle l'avait d'emblée intitulée Achronique, et cela me paraît être le dénominateur commun des propositions que cette revue peut faire. Nous avions choisi, nous avions inventé, puisqu'on parle d'auteurs anonymes, on a inventé une formule qui définit la revue, entre guillemets, sans auteur, parce que l'inconscient est achronique, virgule, et toute époque y a sa part. Autrement dit, dans cette revue, je crois le dénominateur commun et l'objectif de cette revue, c'est fermement, et non pas je crois, fermement, de déterminer ce qui est latent dans les innovations les plus probantes, les plus profondes, les plus tâtonnantes aussi aujourd'hui. Alors vous me direz, après tout, ce n'est que définir une nouvelle revue. D'accord, donc on va préciser. Il y a l'articulation, n'est-ce pas, comme sous-titre de ces cahiers d'achronique, art et philosophie. Et c'est vrai que lorsque Caroline Guth m'avait parlé de son projet, je dis bien, ça m'a rappelé les revues surréalistes, qui sont des véritables trésors quand on les relit, n'est-ce pas, Jacques? Tu as une collection assez complète de revues surréalistes, tu t'en souviens, moi aussi, c'est-à-dire qu'il y a l'interférence et le dialogue extrêmement serré entre poésie écrite. Là, je m'adresse aussi aux poètes qui ont souvent donné des soirées et des après-midi ici de lecture, de présentation d'œuvres et de revues. Je pense à Laure Gauthier, par exemple, ici présente, et il y en aura d'autres. Donc l'interférence entre la poésie écrite, la poésie picturale, l'intuition de la pensée, l'anthropologie, la philosophie, l'exploration de l'inconscient, c'est-à-dire quand même la force de l'autorité intellectuelle et goethéenne d'André Breton, et d'avoir compris le premier dans le monde de la culture européenne et mondiale que
la psychanalyse était de ces sciences qui allaient déplacer le terrain non seulement de l'observation de l'humain, mais également de la création. Bon, le titre achronique, il se situe non pas dans une filiation, mais il situe l'enjeu à ce point-là. Et pour ce qui est de l'exploration de cet inconscient, de l'inconscient de la pensée autant que de l'inconscient psychologique, pour ce qui est de cette exploration, la revue La Chronique le fait sur le plan philosophique, sur le plan pictural, et également sur le plan de certaines mutations qui sont parmi les plus actives aujourd'hui dans l'art et dans l'art contemporain au sens le plus dynamique du terme, c'est-à-dire la question du genre, la question du rapport homme-femme et des définitions, ou soi-disant définitions à cet égard. Et de fait, la première livraison propose un grand nombre de textes. Il y en a un philosophiquement de vous sur la question du genre et qui fait un état des lieux par rapport à cela et qui formule des intuitions prospectives sur le plan de la conception de la psyché, la conception du genre, la question de la féminité, et même cette formulation est absolument obsolète telle que je la propose, et heureusement vous allez beaucoup plus loin. Et puis nous avons des auteurs anonymes il y a même des récits, il y a même une petite fable, etc., sur des pratiques, on va dire, j'ose dire sexuelles, enfin, voilà. Je ne sais pas ce que c'est que ces choses-là, moi. Je suis Monsieur Jourdain du sexe, mais enfin, à part ça... Ça définissent bien au-delà du sexuel. Et ça va bien au-delà du sexuel. Vous voyez que vous savez très bien de quoi vous parlez à propos de cette revue. Bien. Et puis alors, oui, en effet, il y a eu... le long entretien de M. Zarader, c'est important parce que la Galerie Achronique a un partenariat avec la Société des Amis d'André Malraux, et c'est très tonique de se replonger dans les écrits, dans l'immense massif des écrits sur l'art de Malraux, qui ont été quelque peu occultés après, on va dire, la fin des années 60. Et moi-même, je m'y suis remis, d'ailleurs, grâce à vous et grâce à M. Zarader, et je m'y suis remis, et je dois dire que, contrairement à certaines idées reçues, André Malraux n'est pas un lyrique. Il a certes parfois, quand il parle, des accents à la Sarah Bernhardt, mais ça ne se retrouve en rien dans ses écrits qui sont très intéressants à relire, et beaucoup plus conceptualisés qu'on le croit. Et la formation philosophique de M. Zarader et la formation philosophique de Caroline nous permettent de bien mettre ça à jour. En ce qui concerne le texte sur Fautrier, bon, il y a eu une exposition d'œuvres de Fautrier. Vas-y, m'est arrivé, voilà. spécialiste. Vous voyez, vous arrivez au moment où je parle de vous. Voilà, et donc je faisais allusion, n'est-ce pas, Nadim, à l'exposition Fautrier que vous avez supervisée, que vous avez présentée, ça a donné lieu aussi à conférences, et à ce texte long, très important, qui est un état des lieux aussi par rapport à Fautrier. Ce qui est intéressant aussi par rapport à Fautrier, et ça vous l'abordez, c'est le rapport États-Unis-Amérique, à propos de justement ce qu'on a appelé l'expressionnisme abstrait, toute cette mouvance qui a été largement captée historiquement par les Amériques, alors qu'en fait, qu'on voit à travers l'œuvre de Fautrier, vous le montrez, que l'exploration avait été déjà largement menée à cet égard. Alors moi, j'avais le témoignage en retour de Mata, que j'ai beaucoup connu, et qui, à l'époque, était aux États-Unis à ce moment-là, et qui disait d'ailleurs à Pollock, tu vois, ce que tu fais, c'est bien, disait-il avec son air extrêmement malicieux, mais c'est un détail de mes tableaux. Bon, je vous livre la chose. Bon, alors, cette revue, elle est bi-annuelle, c'est ça? Elle est donc semestrielle, donc c'est le premier numéro qui est sorti avant la fin de cette année. Elle est donc ouverte à vos collaborations et à d'autres, évidemment, auxquelles vous pouvez vous référer, qui vous pouvez renvoyer. Voilà. Je ne vais pas parler de mes textes parce que j'ai proposé des textes sur l'académisme de la provocation. Mais il y a quand même des entretiens originaux sur la thanatalie. Alors oui, bon, alors on va l'aborder. Bon, alors allez-y. Puisque vous n'avez rien fait dans cette revue, vous allez voir comme elle n'a rien fait. Donc nous avons, qui est quand même aussi un moment important de cette revue, c'est les entretiens que nous avons menés, Jean-Philippe et moi,
sur cette intuition de Jean-Philippe, qu'est la thanatalyse, c'est-à-dire en fait, cette idée que une de nos peurs actuelles, qui serait aussi constante, et puis qui serait aussi peut-être celle qui nous empêche de bien prendre acte de notre réalité, et peut-être aussi de la possible tragique de notre réalité, de nos rapports à l'environnement et à beaucoup de choses, ce serait cette peur d'avoir peur de la mort. C'est-à-dire que en ayant peur d'avoir peur de la mort, nous essaierions de masquer complètement cette angoisse première et profonde qui est le fait que quand nous naissons, la première découverte, c'est que nous allons mourir. Et que finalement, notre vie prend sens par rapport à ça. Et principalement par ça. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose que les philosophes ont exploré depuis toujours, oui, de vertigineux à prendre compte que finalement, peu importe ce que nous allons faire de notre vie, peu importe même ce que l'humanité fait, nous serons mortels, et que ça, c'est indépassable, que ça ne peut que nous conditionner. Et donc, voilà, ces entretiens sont une façon de voir, à travers cette intuition de Jean-Philippe, et puis cette réflexion, comment il est possible, par nos propres expériences de la mort, donc déjà d'accepter cette peur, et puis d'en faire quelque chose qui soit dynamique, et non quelque chose de morbide. C'est-à-dire que ce sera un fil rouge, nous espérons le faire ainsi, un fil rouge de la revue, hein, et là encore c'est ouvert à tous. Nous l'avons d'ailleurs présenté comme un feuilleton intellectuel, parce que c'est un laboratoire. Donc on retrouve la définition de l'acronique telle que nous vous l'avons énoncée dès le départ à travers la formule qui est en épigraphe. Voilà quelque chose qui se situe par rapport à l'invention de la psychanalyse. Cette intuition de ce que j'appelle la thanathérapie ou la thanatalyse, comme vous l'avez dit, je l'essaye depuis 15 à 20 ans dans mes livres peu à peu, et je vais finir par sortir, je rédige des essais là-dessus. Au fond, c'est une psychanalyse, c'est un double de la psychanalyse. Ce n'est pas du tout contre la psychanalyse, ce serait vraiment une remarquable stupidité. C'est une autre exploration d'une autre force que la libido, à laquelle la libido répond entièrement. Libido et conscience de la mort se répondent l'une l'autre. Et le plus grand refoulé humain, plus encore que les refoulés de la libido, que la psychanalyse explore heureusement et qu'elle continuera à explorer, c'est notre refoulé à l'égard de la peur de la mort. Autrement dit, je précise, c'est une psychanalyse de la peur de la mort. Non pas de la peur de la mort, car nous ne nous guérirons pas de cela, heureusement, car c'est notre facteur dynamique, et on rejoint d'ailleurs l'exposé sur les 2 livres précédents, cette activité de l'homme, aussi bien merveilleusement inventive que mortifère, elle lui vient de cette inquiétude qui fait qu'il est le seul être humain dans l'univers jusqu'à plus ample informé à savoir d'emblée que cette aventure aura une fin. Et loin d'être quelque chose de mortifère, morbide ou d'inhibiteur, c'est notre ressort. Autrement dit, cette donnée d'emblée, qu'est la conscience de la mort, c'est la version humaine de la vie dans toute son amplitude, dans tous les sédiments que tu as pu, par exemple, évoquer à l'échelle de ta méditation sur Darwin. Donc cette spécificité humaine, qui fait que, par exemple, nous sommes là dans un lieu qui est bâti, nous inventons les requiem de Mozart, mais en même temps la barbarie, parce que j'ai une explication de la barbarie humaine sur le plan politique, qui fait qu'en effet, c'est un tel refoulé que l'homme s'acharne à regarder cela sur le visage de son semblable. C'est incompréhensible pour un certain nombre d'entre nous, mais il faut bien constater que l'histoire nous en donne plus que les tristes leçons. Et donc, je dis que cette force est absolument considérable, et le pari de la thanatalyse, comme le pari du psychanalyste, c'est de naître une deuxième fois. Je terminerai donc par une parabole à laquelle je tiens toujours beaucoup, citer un grand penseur confucéen, James Bond, qui dit « on ne vit que 2 fois ». Eh bien, à la condition de réussir cette psychanalyse de notre peur de la mort, nous avons quelque chose de renaître. Et je vais faire un dernier lien, c'est que la mort a aussi lié à l'art. Et c'est ce que une bonne partie des entretiens avec Jean-Pierre Zaradert montre par Malraux, parce que Malraux, effectivement, interroge cet irrémédiable et fait de l'art quelque chose qui permet
dépasser dépasser, si c'est le mot, mais en tout cas de répondre à cette angoisse profonde qu'est la mort. Voilà. Et je pense que ça répond aussi à un manque de notre époque, parce que donc cette conception de Malraux qui peut paraître par certains aspects, effectivement, comme vous l'avez dit... Ah, moi je ne le pense pas, mais on l'a fait passer à la fin des années 60 pour lyrique. Et quand même intéressante parce que l'art contemporain semble évacuer comme cette question qui est importante, c'est que l'art répond à quelque chose. Il n'est pas juste un marchandise, il n'est pas juste quelque chose pour cette idée un aménagement du territoire psychique, ou un aménagement du territoire, ou un snobisme. Non, il répond quand même à quelque chose de très profond. Et chez Malraux, il y a vraiment cette idée-là, que si l'art est, c'est parce qu'il répond à quelque chose qui comment dire, apparu avec nous, avec la conscience de la mort. Et je trouvais que réinvestir Malraux par cet aspect, aujourd'hui, pouvait faire du sens. Et donc cette revue a aussi cette vocation. C'est-à-dire que quand Malraux parle de la chronique, par exemple, pensons à son Goya, son livre sur Goya, que j'ai relu justement grâce à vous. Eh bien, il utilise la notion à un moment de reporter de guerre, au moment de la guerre d'Espagne, justement. Et il fait un rapport absolument génial, parce que c'est vrai que Goya, c'est le reporter de la guerre qu'a menée Napoléon par rapport en Espagne, pardon. Donc, ça, c'est cette définition de la chronique. Mais tel que vous l'aviez conceptualisé avant qu'on se rencontre, c'était clair chez vous, parce que vous aviez déjà sorti un petit livret sur la notion de la chronique, cela fait écho à la situation de l'art dit contemporain. C'est-à-dire que le contemporain a représenté une idéologie esthétique au sens propre, on peut dire qu'il y a une quarantaine d'années, qui est vite morte parce que le concept de contemporain comme critère, évidemment, c'est assez limité dans la mesure où c'est une aiguille qui se déplace dans le temps. Mais le mot d'achronique permet de sortir de ce faux débat sur le contemporain, permet de sortir de cette limite, précisément en ne définissant pas la chronique uniquement d'une manière, j'allais dire, synchronique, justement. Et le fait qu'il y ait art et philosophie est un exemple. Comme deux pôles, c'est un exemple de ce qui passe dans cette revue et de ce que Caroline a essayé de mettre en œuvre, y compris dans sa peinture. C'est-à-dire que on va faire la différence avec l'art conceptuel. L'art conceptuel est un art qui considère que c'est par l'exploration du concept de façon isolée qu'on va pouvoir mettre à jour nos façons de voir et de penser les choses. Dans le cas de ce que vous mettez en œuvre, Caroline, non, c'est justement qu'il y a, par la plasticité même, un moyen de penser, y compris en termes de sensibilité du concept. Ce qui n'empêche absolument pas l'exploration des pulsions, la preuve en est dans votre œuvre, où l'exploration de la question justement du corps, du désir, de ses contraintes, de la contrainte du désir, est extrêmement poussée sur un plan pulsionnel. Le pulsionnel et le conceptuel sont complètement mariés là. Donc c'est la grande différence avec le conceptuel. Donc ça me permet de préciser aussi cette notion d'achronique en ce qu'elle a de nécessaire et d'utile aujourd'hui. Effectivement, il y a aussi un article que j'ai écrit dans cette revue sur ce que j'appelle les aphorismes picturaux. Voilà. Et donc, c'est au final un retour à une pensée qui est une pensée de la Renaissance. Oui, voilà, de ce moment où les artistes, d'ailleurs, ont considéré qu'ils étaient des penseurs, qu'ils n'étaient pas juste des artisans. Et donc, c'était aussi une façon de renouer avec ça et de voir comment l'art conceptuel, finalement, qui a cette vocation, qui a voulu avoir cette vocation, de philosophes, de penseurs, finalement, selon moi, bien sûr, après c'est un débat, a omis une chose, c'est que l'art conceptuel en général réfléchit en périphérie de ce qu'est l'art. C'est-à-dire, effectivement, qu'est-ce que symbolise l'art, comment il se vend, comment il se représente. Mais il n'est pas une pensée en lui-même. C'est pour ça qu'en général, quand on voit des œuvres d'art conceptuel, au finalement, l'œuvre ne pourrait ne pas être là. Il pourrait y avoir le discours, la mise en scène, mais l'œuvre, quelque part, elle vient parce qu'il faut matérialiser quelque chose, mais elle n'est pas pensée, cette œuvre. Il n'y a pas de pensée dans cette œuvre. La pensée, elle est autour. Et d'ailleurs, l'art conceptuel se définit comme une pensée autour. Voilà. Et là, effectivement, par ces aphorismes picturaux, je souhaitais faire le pari d'un retour de la pensée dans l'œuvre. C'est-à-dire l'œuvre, d'ailleurs, l'artiste, avec cette conception que l'artiste, finalement, va créer comme un écrivain, comme un poète, même peut-être plus comme un poète, une œuvre qui va avoir sa vie en elle-même, indépendante, et que finalement, peu importe l'artiste, c'est ce que l'œuvre porte comme pensée
comme valorisation, comme dévalorisation, comme choix existentiel.